Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Laissez votre esprit vagabonder et essayez de retrouver ce parfum si particulier de votre enfance. Peut-être est-ce l'odeur rassurante de la craie sur le tableau noir, le parfum entêtant de l'essence au plomb lorsque votre père faisait le plein à la station-service du village, ou encore le fumet réconfortant du café chaud mêlé à la fumée de cigarettes dans le bistrot de votre quartier. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage merveilleux dans le temps. Nous retournons dans la France des années 1970, une époque où le mot liberté avait un tout autre sens. Nous allons redécouvrir ensemble 20 habitudes, 20 gestes du quotidien qui nous paraissaient de la plus grande banalité, mais qui aujourd'hui vous mèneraient tout droit devant un juge ou provoqueraient un véritable scandale. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de notre voyage, car la dernière de ces habitudes réveillera en vous un souvenir si pur et si profondément enfoui qu'il vous tirera certainement une larme de bonheur. Avant de plonger dans nos souvenirs, prenons un instant pour nous rappeler comment nous vivions à cette époque. Le temps, dans les années 1960 et 1970, semblait s'écouler avec une lenteur majestueuse. Il n'y avait pas d'écran dans nos poches pour happer notre attention à chaque seconde, pas de notification pour interrompre nos conversations. L'attente faisait partie intégrante de la vie. On attendait l'heure de son émission favorite à la télévision, on attendait la lettre d'un être cher, on attendait devant la cabine téléphonique que la personne précédente termine son appel. Et dans ces interstices de temps vide, nous vivions vraiment. Nous observions les passants, nous engagions la conversation avec des inconnus, nous regardions les nuages passer. On entend souvent dire aujourd'hui que notre époque était dangereuse, peu soucieuse de la sécurité ou de la santé. C'est vrai que la modernité a apporté son lot de protections nécessaires. Mais réduire notre passé à ces imprudences serait une erreur. Sans toutes ces barrières, sans toutes ces règles millimétrées, nos vies étaient incroyablement riches en sincérité et en connexions humaines. Nous n'étions pas pauvres émotionnellement, bien au contraire. Nous étions riches de cette confiance spontanée que nous accordions à la vie et aux autres. Et si nous commencions par cette brume bleue qui flottait absolument partout? Aujourd'hui, il est impensable d'allumer une cigarette dans un lieu public fermé. Mais dans les années 1970, fumer était un acte d'une banalité absolue. Souvenez-vous de l'atmosphère des salles de cinéma de quartier. Vous étiez confortablement installé dans votre fauteuil en velours rouge, les yeux rivés sur le grand écran, et au-dessus de vos têtes, dans le faisceau lumineux du projecteur, dansaient d'épaisses volutes de fumée. Les cendriers faisaient partie intégrante du décor de notre quotidien. Ils trônaient fièrement au centre des tables de salle à manger, souvent massifs, en verre lourd ou en céramique colorée. Même dans la voiture familiale, la petite Renault 5 ou la majestueuse Peugeot 504, le cendrier encastré dans le tableau de bord débordait souvent. L'odeur âcre et familière du tabac brun, des fameuses gauloises ou des gitanes, imprégnait les vêtements, les rideaux du salon et même l'habitacle confiné des avions. Personne ne s'en offusquait, pas même les mères de famille ou les personnes âgées. C'était un rituel social, une façon de ponctuer une conversation, d'accompagner le petit café au comptoir du bistrot du coin. Passons à un autre souvenir intimement lié à la voiture familiale. Vous souvenez-vous de la sensation de liberté totale sur la banquette arrière? Le port de la ceinture de sécurité n'est devenu obligatoire hors agglomération qu'en 1973, et même alors, personne ne s'attachait vraiment à l'arrière. Pour nous, les enfants, l'arrière de la Simca 1000 ou de la Citroën DS était un vaste terrain de jeu. Nous passions de la banquette au sol, nous nous penchions entre les deux sièges avant pour mieux voir la route et participer aux conversations de nos parents. L'été, sur la route des vacances vers le sud de la France ou la Bretagne, le sky des banquettes nous brûlait le bout des cuisses. Nous n'avions pas de tablette pour nous distraire, alors nous comptions les voitures d'une certaine couleur, nous chantions à tue-tête et nous subissions les virages des routes nationales en glissant joyeusement d'une portière à l'autre. Il n'y avait pas de sièges auto-sophistiqués, juste l'insouciance du voyage. Et même si le danger était réel, cette façon de voyager ensemble, collés les uns aux autres dans un habitacle surchauffé, créait des souvenirs familiaux d'une intensité folle et inoubliable. Aujourd'hui, croiser quelqu'un le pouce levé au bord de la route devient une rareté absolue, souvent perçue avec méfiance. Mais replongeons-nous dans notre jeunesse. L'autostop était une véritable institution, un moyen de transport aussi normal que de prendre le train. Les jeunes, les étudiants, les militaires en permission, tout le monde faisait du stop le long de la fameuse route nationale 7 ou à la sortie des ronds-points de villages. Avec un simple bout de carton sur lequel était griffonné le nom d'une grande ville au feutre noir, on pouvait traverser toute la France. Il y avait une solidarité tacite, une confiance inébranlable entre inconnus. Le conducteur, souvent seul, s'arrêtait par gentillesse, mais aussi pour trouver un peu de compagnie sur les longs trajets.
On s'installait sur le siège passager, on racontait sa vie, on refaisait le monde le temps de quelques dizaines de kilomètres au son des grésillements de l'autoradio qui diffusait les tubes de Joe Dassin ou de Claude François. Ces rencontres éphémères, ces échanges sincères avec des personnes que nous ne reverrions jamais, forgeaient là notre ouverture d'esprit. C'était une époque où l'inconnu n'était pas systématiquement une menace, mais une potentielle belle histoire à vivre. Faisons maintenant un détour par ces moments de pure adolescence avec le vent dans les cheveux. Avoir 14 ans dans les années 1970, c'était l'âge d'or de la mobilette. La mythique Peugeot 103 ou la robuste motobécane bleue étaient les symboles ultimes de l'émancipation. Et le plus incroyable vu d'aujourd'hui, c'est que nous roulions cheveux au vent. Le port du casque pour les cyclomoteurs n'est devenu strictement obligatoire qu'en 1976. Enfourcher sa mobilette sans aucune protection, sentir l'air tiède de la fin d'après-midi glisser sur son visage, entendre le bourdonnement si caractéristique du moteur de temps, c'était cela, la vraie jeunesse. On partait retrouver ses amis sur la place du village, on roulait sur les petites routes de campagne entourées de champs de blé, ivres de cette nouvelle autonomie. Les plus coquettes se soucient de ne pas décoiffer leur brushing. Les garçons affichaient un air de défi. Le danger était là, suspendu au bout du guidon, mais cette sensation de voler au ras du sol, sans la carapace oppressante d'un casque lourd, nous donnait l'illusion d'être invincible. C'était un rite de passage olfactif et sonore, mêlant l'odeur du mélange de temps à l'adrénaline de la jeunesse. Abordons maintenant un sujet qui fait doucement sourire quand on y repense. Le rapport de la France au vin était radicalement différent. Jusqu'au milieu du XXe siècle, il n'était pas rare de servir du vin coupé d'eau aux enfants à la cantine, croyant que cela fortifiait. Et dans les années 1960 et 70, la présence de l'alcool sur le lieu de travail ou sur les chantiers était une norme culturelle puissante. À l'heure du déjeuner, le litron de vin rouge étoilé trônait fièrement sur les tables des ouvriers et des employés de bureau. On considérait qu'un bon verre de rouge donnait du cœur à l'ouvrage et de l'énergie pour terminer la journée. Le rituel du bistrot de quartier le matin où l'on s'accoudait au comptoir en zinc pour commander un petit blanc limé ou un calvados avant de prendre son service était un véritable ciment social. On discutait avec le patron, on lisait la presse locale en froissant les larges feuilles du journal. Personne n'aurait imaginé passer un alcotest sur son lieu de travail. C'était une convivialité brute, ancrée dans les traditions paysannes et ouvrières de notre pays, où le vin n'était pas perçu comme une drogue, mais comme une nourriture noble et revigorante. Poursuivons avec nos étés et nos vacances en pleine nature. Aujourd'hui, garer sa voiture et planter sa tente n'importe où est strictement réglementé et interdit sur la majorité de notre beau territoire. Mais jadis, le camping sauvage était une aventure familiale courante. On chargeait la lourde tente en grosse toile orange ou bleue dans le coffre. On emportait le réchaud à gaz camping-gaz et on partait à l'aventure sans rien réserver. Au détour d'une petite route forestière ou au bord d'une rivière clairsemée de cailloux blancs, on trouvait l'endroit parfait. On s'arrêtait. Il n'y avait pas de barrière, pas de parcelles délimitées par des haies taillées au cordeau, pas de branchements électriques. Seulement nous, la rosée du matin sur la toile humide, le chant des grillons pour nous endormir et le parfum inimitable de la soupe déshydratée qui cuisait sur le feu le soir tombé. Se laver dans l'eau glacée de la rivière devenait un jeu, et la nuit, l'obscurité totale nous permettait d'admirer des cieux étoilés que nos petits-enfants peinent à voir aujourd'hui à cause de la pollution lumineuse. Ce camping-là, rustique et sans confort, nous apprenait la débrouillardise et le respect silencieux de la terre qui nous accueillait. Voici un objet qui réveillera certainement quelques frissons chez beaucoup d'entre vous. Accroché à un clou dans la cuisine, souvent près de l'horloge murale qui égrenait ses tic-tac réguliers, se trouvait le martinet. Ce petit manche en bois surmonté de lanières de cuir foncé était l'instrument de discipline par excellence dans d'innombrables foyers français. Aujourd'hui, les châtiments corporels sont légitimement interdits et considérés comme de la maltraitance. Mais dans les années 1970, recevoir un coup de martinet sur les mollets ou une bonne fessée déculottée faisait partie de l'éducation ordinaire. L'objet en lui-même possédait une aura dissuasive. Souvent, il suffisait que la mère de famille pose la main sur le manche de bois pour que la fratrie turbulente retrouve un calme absolu. À l'école également, les instituteurs en blouse grise n'hésitaient pas à tirer les oreilles, à donner des coups de règle en fer sur le bout des doigts gercés par le froid de l'hiver. L'autorité des adultes ne se remettait pas en question. C'était une époque de sévérité, certes, mais qui imposait un respect fondamental des aînés, une notion de limite qui, pour beaucoup de ceux qui ont grandi à cette époque, manque cruellement dans notre société moderne.
Restons un instant de plus dans le domaine de l'automobile pour parler de nos fameux départs en vacances. Si l'absence de ceinture était la norme, que dire du voyage dans le coffre? Pour les familles nombreuses, qui possédaient un break, comme la célèbre Peugeot 504 break ou la Renault 12, l'espace arrière était considéré comme une chambre supplémentaire. Les parents rabattèrent les sièges, y étalaient d'épaisses couvertures en laine ou un fin matelas mousse, et les plus jeunes y prenaient place. Pendant des centaines de kilomètres, sur la route des vacances, coincés au milieu des valises en cuir et de la glacière rigide, nous étions allongés, regardant défiler le paysage à l'envers à travers la vitre du haillon. Nous lisions des bandes dessinées, Pif Gadget ou Tintin éclairés par le soleil qui traversait la vitre arrière. Les dos d'âne et les nids de poules nous faisaient décoller dans de grands éclats de rire. C'était dangereux, bien entendu, et en cas d'accident, les conséquences auraient été terribles. Mais dans notre mémoire d'enfant, cet espace confiné sentait les vacances, la liberté et l'aventure. C'était notre petit royaume roulant, un cocon douillet hors de la vue de nos parents. Évoquons maintenant un souvenir olfactif typique de l'automne dans nos campagnes et nos banlieues pavillonnaires. Aujourd'hui, il est formellement interdit de brûler quoi que ce soit dans son jardin par souci écologique et pour la qualité de l'air. Mais repensez à ces dimanches de novembre. Les arbres se dépouillaient et le rituel consistait à rassembler les feuilles mortes en de gros tas humides à l'aide d'un large râteau en fer. Ensuite, au fond du jardin, près du potager en sommeil, on allumait un feu de joie. C'était souvent le moment où l'on brûlait aussi les vieux cartons, les emballages et parfois même quelques déchets ménagers. L'épaisse fumée blanche montait lentement vers le ciel gris, propageant dans tout le voisinage une odeur âcre de bois vert, de terre humide et de papier carbonisé. Les enfants couraient autour du brasier, fascinés par les flammes crépitantes, y jetant de petites brindilles. Les voisins s'interpellaient, par-dessus le grillage à petites mailles, la pelle à la main, échangeant des banalités sur la rudesse de l'hiver à venir. Cette fumée qui irritait nos yeux est aujourd'hui le parfum perdu d'un rythme de vie réglé par les saisons de la terre. Un autre comportement parental de l'époque nous choquerait profondément aujourd'hui. Il était extrêmement courant de laisser un ou plusieurs enfants en bas âge seuls dans la voiture, garés en pleine rue, pendant que les parents faisaient une course. Que ce soit pour aller acheter une baguette bien cuite à la boulangerie, passer au bureau de tabac, ou même boire un café au comptoir, la voiture faisait office de salle d'attente improvisée. Les portes n'étaient de même pas toujours verrouillées. Assis sur la banquette arrière, nous regardions les passants, nous jouions avec les cendriers des portières, ou nous dessinions avec notre index sur la buée des vitres en hiver. Parfois, maman nous laissait les clés sur le contact pour que nous puissions écouter la radio Europe 1 ou RTL qui crachait ses ondes moyennes. On ne s'inquiétait pas des enlèvements, ni de la chaleur suffocante l'été, ni du fait que quelqu'un puisse juger nos parents. Il régnait un sentiment de sécurité globale dans les villes et les villages de France. La voiture, avec ses sièges en velours rayé et son volant fin, était perçue comme une extension sûre du foyer familial. Ouvrons à présent la petite armoire à pharmacie de la salle de bain, celle avec le miroir coulissant. À l'intérieur, dans son étui en plastique cylindrique, reposait un petit objet de verre fragile contenant un liquide argenté fascinant. Le thermomètre au mercure était dans toutes les maisons. Le rituel était immuable en cas de fièvre. On le glissait sous le bras, on attendait de longues minutes en grelottant, et maman plissait les yeux pour lire la fine graduation rouge. Mais le souvenir le plus vif associé à cet objet dangereux, c'était le moment de sa casse. Lorsqu'il nous échappait des mains et se brisait sur le carrelage froid, c'était la panique mêlée à l'émerveillement. Le métal liquide s'éparpillait en des dizaines de minuscules billes argentées et parfaites. Au lieu d'appeler les pompiers pour risques toxiques, comme on le ferait de nos jours, les parents nous laissaient souvent jouer avec ces petites perles de mercure. On s'amusait à les pousser avec le doigt, à les faire fusionner pour créer une grosse goutte lourde et brillante, presque magique. Nous ignorions tout de la toxicité extrême de ce métal lourd, fascinés par sa beauté froide et sa texture insaisissable. Il est temps de confesser une habitude collective dont nous sommes aujourd'hui, à juste titre, peu fiers, mais qui illustre bien l'état d'esprit de l'époque. Dans les années 60 et 70, la conscience écologique n'existait quasiment pas. En voiture, lorsque l'on finissait de manger un bonbon, de boire une canette ou de fumer un paquet de cigarettes, le geste naturel et instinctif consistait à baisser la manivelle de la fenêtre et à jeter le déchet à l'extérieur. Les accotements de nos belles routes départementales étaient jonchés de papier brillant et de bouteilles en verre. Il n'y avait pas de tri sélectif, pas de poubelles publiques à chaque coin de rue et surtout aucune campagne de sensibilisation à la télévision. La nature semblait vaste, infinie, capable d'absorber tous nos petits rebuts sans en souffrir. C'était un geste mécanique débarrassé de toute culpabilité.
Il a fallu des années d'éducation civique pour comprendre que ce paysage bucolique que nous aimions tant regarder défiler derrière la vitre, nous étions lentement en train de l'étouffer. Ce changement d'attitude est sans doute l'un des progrès les plus bénéfiques de notre ère moderne. Puisque nous parlons de dangers ignorés de tous, rappelons-nous de cette matière prétendument miracle qui envahissait nos maisons. L'amiante. Aujourd'hui, ce mot seul fait frémir et déclenche des chantiers de désamiantage coûteux et complexes. Mais à l'époque de la modernisation de la France, l'amiante était perçu comme le matériau de l'avenir. Il était léger, isolant et surtout incroyablement résistant au feu. Il était absolument partout dans nos intérieurs. Souvenez-vous de la lourde plaque grise sur laquelle nos mères posaient le fer à repasser brûlant. Elle était faite d'amiante. Les toasters, les sèche-cheveux de première génération, les dalles en plastique de la cuisine, les conduites d'eau de nos immeubles récents, l'amiante garantissait la sécurité contre les incendies. Nous vivions entourés de cette poussière invisible et mortelle sans l'ombre d'une inquiétude. Les ouvriers la manipulaient à main nue, coupant des plaques à la scie circulaire dans des nuages de poussière blanche. Cette confiance aveugle dans le progrès industriel et les nouveaux matériaux de synthèse était la marque de fabrique des 30 Glorieuses, une époque où la science semblait n'apporter que des solutions merveilleuses. Revenons à quelque chose de plus léger, au cœur de notre salon. Le soir, après le dîner, la famille se réunissait autour de l'imposant téléviseur cathodique habillé d'un meuble en faux bois. Les chaînes n'étaient en que 3, mais les coupures publicitaires étaient de véritables moments de spectacle. Et ce qui serait impensable aujourd'hui sous l'œil sévère de la loi Evin, c'était les publicités pour l'alcool et le tabac diffusées à des heures de grande écoute devant les enfants. Comment oublier le fameux slogan pour un apéritif anisé ou un célèbre vin cuit? Les marques de cigarettes sponsorisaient des émissions, créaient des jingles entraînants qui restaient gravés dans nos mémoires de gamins. On voyait à l'écran des hommes virils, de magnifiques paysages associant le fait de fumer et de boire à la réussite, à l'élégance à la française et à l'aventure. Les enfants chantaient tous les refrains des publicités pour le Ricard ou la Suze dans les cours de récréation. La frontière entre les produits pour adultes et le divertissement familial n'existait pas, car ces produits étaient considérés comme faisant partie du patrimoine joyeux et vivant de notre nation. Si je vous parle maintenant d'une odeur sucrée, puissante, presque enivrante, qui accompagnait chacun de nos voyages en voiture, vous devinez probablement de quoi il s'agit. C'est l'odeur de l'essence au plomb, qu'on appelait simplement le super. S'arrêter à la station-service était tout un cérémonial. Souvent, il y avait un pompiste en salopette bleue, parfois taché de graisse, qui venait lui-même vous servir, laver votre pare-brise d'un coup de raclette et vérifier le niveau d'huile. Lorsqu'il retirait le lourd pistolet métallique de la pompe rouge, cette odeur si particulière envahissait l'habitacle. Le plomb tétraéthyle, ajouté pour améliorer les performances des moteurs, dégageait un parfum distinctif, presque aromatique, qui fascinait certains enfants au point d'en inspirer profondément les effluves. Aujourd'hui, nous savons que ce plomb était une catastrophe pour la santé publique et le développement neurologique, et l'essence sans plomb a heureusement pris le relais à la fin des années 90. Mais dans nos cœurs nostalgiques, cette odeur de super, c'était le parfum des préparatifs, l'odeur de la route des vacances et de l'aventure dominicale. Transportons-nous maintenant sur les plages de notre jeunesse, de la Côte d'Azur aux longues étendues de sable fin des Landes. Le rapport au soleil dans les années 70 était radicalement opposé à la prudence d'aujourd'hui. L'objectif n'était pas de se protéger mais de rôtir le plus rapidement possible. Le teint hâlé, très sombre, était le signe ultime de santé et de réussite sociale. Alors, au lieu des crèmes solaires indice 50, on utilisait des produits qui feraient hurler les dermatologues d'aujourd'hui. La graisse à traire, ce pot de pommade épaisse et translucide, souvent parfumée à la noix de coco ou à la fleur de tiare. On s'en enduisait généreusement le corps avant de s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, sans parasol, allongé sur des serviettes en éponge aux motifs psychédéliques. On cuisait littéralement sous les rayons ultraviolets, peau luisante, accumulant les douloureux coups de soleil en début de séjour pour finalement arborer un bronzage cuirassé en rentrant au bureau ou à l'usine. Le soleil n'était pas perçu comme un ennemi causant des maladies graves, mais comme un médecin chaleureux dont il fallait abuser sans aucune modération. Si nous quittons la plage pour nous rendre à l'aéroport d'Orly ou de Roissy-Charles de Gaulle, nouvellement inauguré à l'époque, nous retrouvons une toute autre liberté de mouvement. Prendre l'avion était un luxe, un événement exceptionnel. Et le ballet des adieux était bien différent des contrôles de sécurité stricts et impersonnels que nous connaissons aujourd'hui. Dans les années 70, il n'y avait pas de portique de sécurité anxiogène, de fouilles corporelles ou de zones sous douane infranchissables pour le public.
Toute la famille accompagnait le voyageur, on marchait ensemble dans les immenses couloirs vitrés jusqu'à la porte d'embarquement. On pouvait s'approcher au plus près des vitres pour regarder les immenses carlingues d'acier gris et entendre le sifflement assourdissant des réacteurs couverts par l'odeur chaude du kérosène. Au moment du départ, on se faisait de longs signes de la main, on pleurait, on s'embrassait, sans être pressé par un agent de sécurité. C'était un moment suspendu, profondément humain, où les aéroports n'étaient pas des forteresses de méfiance, mais des passerelles lumineuses entre les continents et les cœurs. Il y a aussi une habitude qui concerne notre santé quotidienne et notre relation avec notre pharmacien de quartier. Souvenez-vous, ce commerce à la devanture, en bois poli, avec ses gros pots en faïence alignés sur les étagères. Dans les années 60 et 70, l'accès aux médicaments était incroyablement souple. On pouvait obtenir des sirops pour la toux extrêmement forts, parfois à base de codéine ou d'autres dérivés opiacés, de simples somnifères ou de puissants calmants, pratiquement en vente libre, ou du moins avec une grande complaisance. Les voisins s'échangeaient sans crainte les restes d'une boîte de médicaments pour soigner une petite migraine. Le pharmacien, connaissant toute la famille depuis des générations, préparait parfois ses propres onguents dans l'arrière-boutique et vous dépannait sans réclamer une ordonnance médicale stricte. C'était l'ère de l'automédication confiante et de la débrouille. Bien que cette pratique comportât d'énormes risques d'accoutumance ou d'intoxication, elle témoignait d'une époque où l'on se fiait au bon sens populaire et à la parole donnée, bien avant l'avènement de notre système hyper réglementé et informatisé actuel. Promenons-nous maintenant dans la campagne sur les petits sentiers rocailleux lors des promenades digestives du dimanche après-midi. Les enfants courèrent devant, un long bâton de bois à la main, tandis que les parents marchaient à pas lents en discutant. À cette époque, la notion d'espèce végétale protégée était quasi inexistante dans l'esprit du grand public. Lorsqu'on apercevait une belle fleur sauvage, aussi rare soit-elle, l'instinct dictait de la cueillir pour faire un gros bouquet. En montagne, on n'hésitait pas à arracher les edelweiss veloutés ou les gentianes d'un bleu éclatant. Dans les sous-bois, on ramassait le muguet sauvage par poignées immenses, en tirant parfois sur les racines, ou on coupait les orchidées sauvages pour décorer la table de la salle à manger. Personne ne se souciait de l'épuisement de la flore locale ni de la préservation de la biodiversité. C'était un cadeau de la terre, libre et offert à tous. Le retour à la maison avec les doigts tachés de sève verte, la tige écrasée dans le creux de la main humide, offrait un plaisir simple, innocent, mais aujourd'hui impardonnable pour la survie de nos écosystèmes fragiles. Et pour terminer ce voyage, voici le souvenir que je vous avais promis, celui qui porte en lui la douceur absolue de nos enfances rurales. Le matin, de très bonne heure, on prenait le chemin de la ferme voisine. À la main, on balançait le fameux pot à lait en aluminium argenté avec son petit couvercle cabossé et son anse en fil de fer. En entrant dans l'étable mal éclairée, l'odeur chaude et forte du foin, de la paille humide et des bêtes vous enveloppait comme un gros plaid. Le fermier, avec ses mains rugueuses, plongeait une grande louche dans la cuve métallique et remplissait notre pot, à ras-bord, d'un lait cru, totalement non pasteurisé, tiède et d'un blanc crémeux. Sur le chemin du retour, le lait tiède clapotait contre les parois métalliques. Arrivé à la cuisine, on le faisait bouillir sur la gazinière, surveillant avec angoisse qu'il ne déborde pas. Et ce qui s'offrait à nous, c'était cette épaisse couche de crème jaunâtre et veloutée qui se formait à la surface. On la tartinait sur une grosse tranche de pain de campagne saupoudré de sucre cristallisé. Aujourd'hui, les normes sanitaires modernes frémiraient face à ce breuvage non stérilisé. Mais ce lait-là, ce n'était pas seulement une boisson. C'était la saveur authentique de la terre, le goût d'une France nourricière, simple et vraie. C'était le goût de notre enfance, un goût que nous ne retrouverons jamais. Voilà, notre machine à remonter le temps s'arrête ici pour aujourd'hui. En repensant à ces 20 habitudes, à ces cendriers fumants, à nos chevauchés sans casque ou à ce pot à lait cabossé, on réalise une chose fondamentale. Ce n'est pas tant le fait de fumer partout ou de rouler sans ceinture qui nous manque, non. Ce dont nous avons la nostalgie, c'est de l'insouciance absolue de cette époque. Nous regrettons la chaleur humaine des rencontres fortuites en autostop, la confiance inébranlable que nous avions les uns envers les autres et envers l'avenir. La société s'est sécurisée, c'est indéniable, et c'est un grand pas en avant pour notre santé et nos enfants. Mais dans ce processus, nous avons peut-être perdu un peu de notre âme légère et de notre liberté d'improviser nos vies. Si ce voyage dans vos souvenirs vous a ému, s'il vous a ramené l'espace d'un instant dans les bras de votre jeunesse, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et laisser un pouce en l'air, cela m'aide énormément à continuer de faire vivre notre mémoire collective. Et maintenant, je vous pose la question. Parmi toutes ces choses évoquées aujourd'hui, quelle est celle qui vous rappelle le souvenir le plus précis et le plus tendre? Prenez votre clavier, racontez-nous votre histoire dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous et de vos souvenirs.